académique et culturelle. Je voulais juste en profiter pour dire qu'à la fin du mois d'octobre, il y a une plateforme européenne en fait, pour le boycott académique et culturel d'Israël qui s'est créée, qui s'appelle l'EPACBI. Et donc ça veut dire qu'en fait, dans chaque pays européen, il y a des comités nationaux qui se sont déjà créés ou qui sont en train de se créer. Donc ici en Belgique, ça prend un petit peu de temps, mais on est en train de mettre en place notre comité national. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de réunir vraiment toute une série de personnes du corps académique qui se prononcent vraiment ouvertement pour la campagne BDS et qui acceptent de faire partie de ce comité pour réagir quand c'est nécessaire donc, sur la question de la campagne BDS. Donc cette plateforme existe déjà et est déjà active et encore, disons que la coordination se met en place petit à petit, mais en tout cas la création a déjà eu lieu à la fin du mois d'octobre. Voilà. Last but not least, Jacques Bud va prendre maintenant la parole pour une dernière intervention. Donc Jacques Bud est professeur honoraire de psychologie sociale et je lui laisse la parole. Vous prenez les 10 dernières minutes. Bon, merci. Donc je vais être extrêmement bref, et j'espère, et très prudent. La raison de cette prudence, c'est par exemple, j'ai appris en arrivant qu'il y avait eu des tractations, des pressions de la part du rectorat pour qu'on mette des points d'interrogation et qu'on trouve des contradicteurs. Et l'idée était de mettre un point d'interrogation à la question « a-t-on le droit de dire non ?» Et le but de mon intervention, le cœur de mon intervention, c'est même pas de parler de droit, c'est que moi, ce que j'entends argumenter, c'est qu'on a l'obligation morale, je dis bien obligation morale, hein, on ne peut pas faire des interdits, mais on a l'obligation morale de rejeter, de dire non, donc, et cette obligation morale implique le boycott de l'État d'Israël. Alors, je vais essayer de justifier ce caractère général, fondamental, je dirais, qui devrait, selon moi, soutenir toutes les autres activités de boycott. C'est que depuis des décennies, la communauté palestinienne de ce que j'appellerais Israël-Palestine, à l'ancien territoire mandataire, de la Palestine mandataire, est l'objet d'une colonisation de peuplement délibérée et systématique, et que cette colonisation de peuplement se réalise au prix d'une multitude de crimes de guerre, même des crimes contre l'humanité, et que la communauté palestinienne, en tout cas dans les territoires occupés, sa déstructuration dans le sens de structure sociale, hein, la déstructuration sociale a sans doute atteint le point de non-retour. Devant la destruction, je dis bien sociale, hein, de cette communauté, je pense que nous avons l'obligation morale, je répète, l'obligation morale, le devoir moral de refuser d'être complice de cette destruction. Alors, je vais essayer de placer le cadre là. Donc, au moment de la création de l'État d'Israël, en 1948, la quasi-totalité, on peut dire la totalité, des Palestiniens vivaient sur le territoire de ce qui est devenu Israël-Palestine. Fin 2008, on estimait à plus de 2 tiers, vous entendez bien, plus de 2 tiers des Palestiniens dans le monde qui sont des personnes déplacées. Donc ça fait 7 millions 100 personnes déplacées, ce qui en fait la plus grande communauté de réfugiés et de personnes déplacées au monde. Donc, parmi ceux-là, 6,6 millions, c'est-à-dire aussi à peu près un peu moins des 2 tiers, sont réfugiés à l'étranger, et 427 000 sont des déplacés de l'intérieur. C'est important de comprendre ça, mais je ne sais pas si j'ai le temps d'entrer là-dedans. Les déplacés de l'intérieur, ce sont ceux dont on a confisqué les maisons, et donc on continue à confisquer les maisons, et qui sont obligés de se réfugier ailleurs, à l'intérieur du même territoire.
Alors, cette colonisation de peuplement a pour logique d'accaparer le maximum de terres possible en y laissant le moins possible de Palestiniens. Elle s'opère par le confinement progressif dans les territoires occupés, dans une douzaine, en gros les agglomérations urbaines, une douzaine de réserves, non contiguës, donc coupées les unes des autres, oui, et dans une multitude de petites collectivités, de petites enclaves, qui elles aussi sont coupées les unes des autres, mais surtout sont enfermées dans un maillage extrêmement dense de routes auxquelles les Palestiniens n'ont pas accès. Il y a par exemple 700 obstacles à la circulation dans ce petit territoire qu'est la Cisjordanie. Les obstacles, vous savez ce que c'est, les checkpoints, les barrières, les tranchées, les murs, les monticules. Et donc ces réserves, donc ces petits et les petites enclaves, sont systématiquement dépouillées de leurs moyens d'existence, notamment de leurs terres, et sont très sévèrement rationnées en eau. Donc, pour situer l'ampleur du désastre maintenant, il me suffira, je peux vous donner beaucoup d'autres exemples. Tous ces chiffres viennent toujours de préférence et de loin, soit des Nations Unies, locales, soit d'organisations, je préfère toujours les organisations mixtes israélo-palestiniennes. Je parle de l'ACAD, donc contre la destruction des maisons, je parle de B'Tselem et d'autres. Et donc toujours, donc ces chiffres et ceux que je vais citer par exemple sont de la Croix-Rouge. Donc là, depuis fin septembre 2000, donc le début de la deuxième intifada, et fin juillet 2010, c'est-à-dire en 10 ans, 6565 Palestiniens, donc 1274 enfants et 369 femmes ont été tués. Dans la même période, 10 ans, 30 628 Palestiniens ont été blessés, 17 078 dans la bande de Gaza et 13 550 en Cisjordanie. Alors, une personne que j'admire énormément, qui est le coordinateur de l'ICAT, qui va venir à Bruxelles, je crois, au mois d'avril. Donc, c'est une organisation palestino-israélienne qui s'oppose à la destruction de maisons. Ils ont une activité pacifique. Donc, ce qu'ils font, c'est essayer d'aider juridiquement ce qui en Israël est pratiquement impossible. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais il est impossible de contester une confiscation en Israël. C'est contre la loi. Et donc, ils essaient de les aider et ils vont ensemble, des Palestiniens et des Israéliens, et se mettent à reconstruire des maisons qui ont été détruites. Ils rapportent les cas où ils reconstruisent une maison pour la 4e fois. C'est-à-dire, donc c'est un geste politique, un geste symbolique. Ils reconstruisent la maison, ils savent que les autorités vont venir la détruire et ils recommencent à la construire. Alors, je vais vous lire, c'est assez bref, un texte de Jeff Albert, qui est d'ailleurs le cadre dans lequel il a écrit ce texte. C'est pour dire qu'il y ait ou non un moratoire sur la construction des nouveaux dans les implantations ne changeait rien au fond du problème. Et alors il dit voilà, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, rien n'empêche Israël de terroriser la population palestinienne, que ce soit par sa propre armée ou par la milice auxiliaire financée par les États-Unis et opérée par l'autorité palestinienne afin de pacifier sa propre population. Que ce soit par les colons qui tirent sur les Palestiniens, les brutalisent et brûlent leurs récoltes sans crainte d'être poursuivis, ou par des agents secrets aidés par des milliers de Palestiniens, forcés à devenir des collaborateurs,
souvent pour que leurs enfants puissent avoir accès à des soins médicaux ou avoir un toit par-dessus leur tête. Que ce soit par des expulsions ou par la myriade de contraintes administratives d'un système invisible mais kafkaïen de contrôle total et d'intimidation. À Gaza, depuis le redéploiement de 2005, donc le redéploiement à la périphérie des forces oui, depuis le redéploiement, le contrôle et l'intimidation se fait de l'extérieur. Et donc c'est cette intimidation et ce contrôle qui apporte ce que Jeff Alpert décrit, qui apporte la désintégration des communautés. Et cela s'exerce par un blocus impitoyable, un harcèlement militaire permanent. Et donc je peux vous donner des illustrations avant, pendant, après plomb durci, ça n'arrête pas. 420 attaques militaires depuis la fin de plomb durci. Donc avec 80 des morts, je crois. Et aussi, je crois, par les tunnels. Mais là, donc, cette désintégration de la société palestinienne, les tunnels sont un élément important là-dedans, mais là je ne peux pas entrer là-dedans. C'est assez compliqué. Alors bon, vous connaissez ma conclusion. Ne pas réagir à ces crimes. Pire, s'en remettre à un dialogue entre une puissance, donc un dialogue direct, surtout pas l'intervention du droit international. Donc, entre une brutale puissance occupante et une communauté désarticulée qui est totalement à sa merci, c'est occulter les crimes, c'est occuper les crimes dont j'ai parlé, et c'est collaborer à la soumission de la communauté opprimée et être complice de sa destruction. C'est aider l'État d'Israël à conserver sa légitimité tout en continuant à accaparer le plus de terres possible en y laissant le moins possible de Palestiniens. Les réserves d'Indiens en Amérique du Nord et d'aborigènes en Australie rappellent combien une colonisation de peuplement peut être dévastatrice pour les communautés indigènes. Qu'il soit ou non trop tard, personnellement, je crois qu'il est trop tard. Des décennies et des décennies de faits accomplis ont rendu la situation irréversible. Mais qu'il soit ou non trop tard, quelle que soit l'efficacité des actions que je vais donc une efficacité doit surtout être symbolique, comme ça a été le cas avec l'Afrique du Sud, j'estime que toute personne qui refuse d'être complice de la destruction de cette communauté doit soutenir ceux qui, en Israël, défendent les droits des Palestiniens au prix d'énormes difficultés, cesser toute collaboration avec les institutions israéliennes, publiques et privées, je dis bien les institutions qui ne s'opposent pas à l'occupation et à la colonisation, et refuser de consommer des produits israéliens, qu'ils proviennent ou non des territoires occupés en 1967. Voilà, merci beaucoup à Jacques pour ces informations précieuses. Merci aussi d'avoir réalisé la traduction de... voilà. Maintenant, les interventions sont terminées, mais évidemment, les intervenants sont toujours là pour répondre à vos questions. Donc, ceux qui veulent prendre la parole dans l'auditoire pour poser des questions peuvent le faire maintenant. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler dans l'auditoire. Je vais juste vous demander de poser des questions, si possible, claires et assez concises, et de ne pas s'étaler dans des remarques ou dans des constats ou des choses comme ça. Vraiment poser des questions assez bien dirigées, et on va essayer de trouver l'intervenant qui peut y répondre le mieux possible.